beaucoup d'entre vous déjà. Je commence par la fin, mais parce que c'est peut-être l'obligation qui est la plus connue, donc qui est celle qui touche les enfants, à savoir l'interdiction de contenants alimentaires en matière plastique pour la cuisson réchauffée, le service, alors au départ de la restauration scolaire, enfin des enfants de moins de 6 ans scolaires et jusqu'à la restauration universitaire, et qui par la loi AGEC a été élargie également à certains services de la restauration hospitalière dans les hôpitaux, pédiatrie, obstétrique, maternité, centres périnataux. Voilà, donc c'est effectivement celle qui a fait beaucoup parler, et le CIRESCO tout à l'heure pourra nous partager en fait l'expérimentation et les tests qu'ils font en ce moment pour répondre à cette obligation. Mais vous le voyez, la loi AGEC a prévu également d'autres obligations ou interdictions avec des dates beaucoup plus courtes. Donc pour certaines d'entre elles, c'est déjà en place, et c'était notamment le cas de la suppression des bouteilles en plastique dans toute la restauration scolaire. Et une date qui est peut-être passée un peu plus inaperçue, c'est celle de janvier 2022, qui va toucher le portage des repas à domicile pour les personnes âgées, avec une obligation de réemploi pour les contenants, vaisselle, qui accompagnent ce portage des repas à domicile à partir de 4 portages par semaine, ce qui est en général le nombre de portages que vous effectuez et que vous avez mis en place. Donc ça, c'est une échéance très rapide et pour laquelle nous avons déjà interpellé différents services de l'État en demandant un accompagnement et des réponses pour nous aider dans l'application de cette réglementation. Vous le voyez, des obligations qui sont motivées peut-être par enfin, qui sont écrites de façon très différente, qui sont parfois motivées par un angle plus de santé publique, parfois plus environnemental, avec la suppression de l'usage unique et de déchets. Néanmoins, les solutions qui semblent émerger sont proches les unes des autres. Et effectivement, je vous ai mis la définition du réemploi du Code de l'environnement, et qui est une des solutions qui nous permettrait de répondre à ces différentes obligations. Voilà, donc c'est quelque chose qui va modifier la restauration collective, et en particulier les cuisines centrales. Alors qu'on a fait un petit schéma, certainement pas complet, mais pour se rendre compte, en fait, lorsqu'on est particulièrement en organisation en cuisine centrale, les différentes réglementations qui s'imposent à vous. À gauche, vous avez l'exemple d'une cuisine centrale hospitalière. Effectivement, si je suis dans un service à destination d'enfants, c'est l'article 28 de la loi Egalim, avec une obligation une interdiction du plastique dès 2025. Mais si je fais parfois, en tant que cuisine centrale hospitalière, du portage à domicile, le réemploi devient une obligation dès 2022 pour le portage des repas à domicile. Et puis bien sûr également, lorsque je fais des repas emportés, là aussi d'autres échéances qui s'imposent à ces collectivités. Et puis à droite, c'est un exemple peut-être de cuisine centrale territoriale ou municipale, et où là, une même cuisine peut produire des repas pour des salariés ou de la restauration administrative, pour des enfants, pour la restauration scolaire, pour du portage de repas à domicile pour les personnes âgées, et puis également de la vente à emporter qui s'est beaucoup développée ces derniers temps. Voilà, donc des échéances très proches, et des réglementations qui vous amènent à remettre en question votre organisation, et ce, dans un contexte sanitaire qui est enfin, une situation très tendue pour la restauration collective depuis plus d'un an, avec la crise que nous traversons, et lors de laquelle vous avez été amenés peut-être à remettre en place du contenant, voire de la vaisselle jetable, pour notamment, il est question de la protection des denrées sur les selfs, en raison du protocole sanitaire qui est actuellement en,
en place. Également la vente à emporter qui s'est énormément déployée depuis 1 an et développée. C'est le cas par exemple de vente à emporter qui s'est beaucoup développée dans le secteur hospitalier, pour les personnels et les soignants. Le don alimentaire également et certains d'entre vous ont mis en place la production de repas, avec du don alimentaire pour accompagner les familles en difficulté. Et puis l'augmentation très, très importante du portage des repas à domicile en chiffres depuis quelques mois, dans vos établissements. Donc on se fait écho en fait, nous auprès des différentes instances, nationales de cette difficulté aujourd'hui entre la situation que nous vivons en ce moment et l'urgence de se mettre en route pour, ces échéances à venir très, très proches et bien sûr pour répondre également à l'urgence climatique. Donc ce sujet-là ne sera pas traité aujourd'hui, mais ça va être un sujet que nous allons traiter lors de notre salon le 8 septembre avec une conférence qui aura vraiment traitera, de ces 2 urgences, urgence sanitaire et urgence climatique. Heu, quelle restauration collective, demain? Comment, allons-nous nous organiser? Comment allons-nous réinventer notre secteur, pour, répondre à ces 2 obligations? Alors juste, avant de donner la parole aux adhérents qui sont présents, on vous a remis ici quelques ressources qui existent. On a participé à l'avis 87 du CNA que vous pouvez trouver sur le site et qui est très complet, par rapport à la restauration, scolaire et à l'interdiction du plastique, pour ce secteur. Les fiches que j'ai présentées sont disponibles sur RestoConnect avec, vos codes adhérents. Je tiens à citer également la ressource Optigène de l'ADEME, sur lequel vous pourrez trouver certaines informations et qui sera, j'en suis sûre, complétée dans les prochains mois. Et puis, des ressources très importantes avec des fiches qui sont déployées par Écosciences Provence. Voilà, donc je peux donner la parole à Alix si tu le veux bien pour voilà, Volontiers. continuer sur ce sujet-là. Est-ce que je tente de partager mon écran du coup? Oui, Alors, peut-être que je l'arrête de mon côté. Ça y est, c'est fait. euh, alors, est-ce que vous le voyez bien en plein écran? On le voit, voilà, très bien. Ok, Enfin, on le voit en mode présentateur comme toi, mais d'accord, parfait. Du coup, je vais être rapide, vous parler de mon association en 2 mots pour vous la présenter. Donc, Écosciences Provence est basée dans le Var. C'est une association qui a 15 ans d'existence, qui travaille sur 3 secteurs, on va dire économie circulaire, prévention des déchets, consommation durable et du coup l'accompagnement du changement des comportements. On travaille avec des collectivités et avec des professionnels. Donc, pas beaucoup avec le grand public, un peu, mais ce n'est pas notre habitude plus. On a déployé une expertise dans la lutte contre les déchets plastiques. Alors, quelques gros projets, la consigne, le retour de la consigne de bouteilles en verre de vin de Provence. Donc là, j'explique pas. Cabage, ça c'est un projet d'économie circulaire. On récupère des bâches événementielles pour en faire des sacs cabas, voilà, qui sont revendus chez les commerçants. On est référent de la démarche Mon Resto Responsable, en partenariat bien sûr avec Restoco et la fondation, la FNH. Et puis sur notre territoire, donc porté dans tous ces projets par le CIVET, c'est le syndicat de gestion des déchets local, on a déployé depuis plus de 10 ans maintenant un label commerce engagé. On accompagne des commerçants de proximité vers des pratiques éco-responsables. Et ça s'est déployé aussi auprès des restaurateurs plus spécifiquement ou des producteurs locaux. On a travaillé aussi en accompagnant le gouvernement princier à Monaco, parmi tous nos partenaires, sur les interdictions des plastiques à usage unique et la réglementation qui s'est mise en place à Monaco. Dans ce cadre et dans la rencontre de ces différents acteurs, mais particulièrement des commerces engagés, puisqu'on a maintenant un réseau d'à peu près 600 commerces sur 8 territoires qui vont voilà, de la Provence jusqu'à l'Île-d'Yeu en Vendée, jusqu'à la Guyane, enfin voilà, sur plusieurs territoires de France. Vous pourrez regarder sur notre site si ça vous intéresse. Quand on rencontre nos commerçants, très souvent la question des emballages plastiques
ou de la vaisselle plastique à usage unique a été soulevée avant même que la réglementation arrive, parce que c'est une sensibilité qui monte notamment chez le grand public et chez les consommateurs. Et en fait, souvent nos commerçants sont venus nous voir en disant bah, j'ai trouvé une solution, c'est écolo, c'est vraiment bien, regardez, ça coûte un peu plus cher, mais j'ai pris tel matériau en alternative. Et ça nous a poussé à faire un inventaire un petit peu de tout ce qui existait sur le marché pour proposer, pour voir, essayer de comparer les différentes alternatives. Pour mesurer l'impact environnemental d'une solution, d'une alternative au plastique à usage unique, l'idéal, ça serait d'avoir une analyse de cycle de vie pour chaque solution et de pouvoir comparer du coup leurs impacts. Ça n'existe pas, on ne trouve pas à ce stade des analyses complètes sur tous les éléments. Et puis, c'est des études qui sont très complexes à comprendre, à interpréter et à financer. Par conséquent, on s'est dit qu'on allait choisir des critères simples par rapport à tout ce qu'on trouvait sur le marché pour essayer de comparer nos solutions. Alors, on a trouvé 3 critères principaux. Donc, vous voyez qu'ils sont du vert au rouge, le vert étant le mieux, bien entendu. 3 critères principaux. Le premier, c'est la durée d'utilisation. Est-ce que c'est réutilisable? C'est bien. Est-ce qu'on peut avoir quelques utilisations? C'est pas si mal. L'usage unique, c'est ce qu'on limite au maximum. Deuxième critère, c'est l'origine. Est-ce qu'on peut trouver ces articles dans ces matériaux en France, ou en France métropolitaine, ou c'est seulement en Europe, ou c'est carrément hors Europe? Et puis, troisième critère, c'est les effets sur la santé. Alors, on a des matériaux pour lesquels on se dit les risques sont très limités, et d'autres pour lesquels il y a un risque potentiel qui est quand même identifié, comme les plastiques, comme l'aluminium en présence de substances acides quand on le fait chauffer, ou voilà, où effectivement on se dit principe de précaution voilà, on le met en jaune. Et on a identifié aussi des critères secondaires qui sont des petits critères bonus. Voilà, si on a des écolabels, ça sera un plus. Pour les articles à usage unique, s'ils sont comestibles, bah, effectivement, on peut imaginer que ça fait moins de déchets. Si la matière première est naturelle et non transformée, c'est en général plutôt satisfaisant sur le plan éco-responsable. Et si on a du partiellement recyclé. Ces critères nous ont permis de faire nos fiches techniques, que je vais vous montrer ensuite, mais vous voyez des petits tableaux pour le réutilisable et pour l'usage unique, avec à chaque fois des petits critères, nos pictos qui sont orientés et qui permettent à chacun de se repérer et de choisir en fait en fonction de votre usage, des critères que vous souhaitez attribuer, qui vous paraissent prioritaires aussi, voilà, ce qui existe, la réalité derrière un matériau. Alors, sur la droite, voilà, bien entendu, c'est notre credo, c'est notre leitmotiv, c'est toujours le réutilisable d'abord. L'usage unique, voilà, peut durer pendant encore un petit peu de temps, mais tous nos conseils visent à le supprimer, bien entendu, pour des tas de raisons environnementales qui sont maintenant assez évidentes, je pense, pour tout le monde. J'ai fait juste un petit extrait des fiches pour vous montrer, parce qu'il y a des points de focus, il y a des points sur la réglementation. La première, c'est attention au plastique caché dans des matériaux dits naturels, c'est-à-dire que quand on voit des matériaux qui sont effectivement dits bons pour la planète, etc., ces allégations vont disparaître petit à petit, mais c'est vrai qu'il y a vraiment un effet greenwashing ou un effet en tout cas difficulté à interpréter pour un novice que la poudre de bambou, la poudre elle est assemblée par une colle et que cette colle c'est un plastique. Qui dit plastique dit additif, produit, voilà, tous les plastiques. Je pense que là-dessus vous êtes sensibilisés. Le deuxième point, c'est parmi les solutions effectivement qui sont citées, beaucoup sont dites compostables. Et donc ça fait partie pour nous des fausses bonnes solutions et de ce que nos commerçants nous apportent en disant j'ai choisi tel matériau parce qu'il est compostable, donc c'est bon, c'est bien. Compostable, tout simplement, quand il n'y a pas de précision, ça veut dire compostable dans une usine de compostage industriel. Et donc ça, c'est vraiment, voilà, il n'y a pas d'usine, il y a très peu d'usines de compostage industriel actuellement en France. Donc c'est un matériau qui va finir aux ordures ménagères. Donc c'est une fausse, on a l'impression d'avoir un geste écologique en finançant effectivement plus cher, en le payant plus cher, et ça n'est pas adapté. Voilà, je ne vais pas m'étendre plus. Nos fiches, elles ressemblent à ça.
Il y en a sur les pailles, les couverts, les assiettes, les verres et gobelets. On va en faire bientôt cet été sur les emballages, les contenants emportés. Vous pouvez aller sur le site Écosciences Provence, à la partie études scientifiques, et vous les téléchargez, vous regardez. Elles sont à vocation plutôt au départ de la restauration commerciale, mais finalement, pour nous, ces critères, ils restent valables pour beaucoup de personnes, enfin, d'autres acteurs, et elles sont voilà, établies à un instant T. Elles sont sûrement pas exhaustives, on va trouver des nouveaux matériaux, etc., et on les complètera. Voilà. Et voilà, vous aurez mon contact aussi. Je m'arrête là. Merci beaucoup, Alix, et on fera effectivement passer les présentations à l'issue de ce petit moment de présentation. Voilà, donc c'est une ressource qui est intéressante pour permettre de comprendre les différents matériaux qui existent. Alors, sachant qu'effectivement, notre fonctionnement en restauration collective et particulièrement en cuisine centrale a mais des difficultés techniques avec un grand nombre de ces alternatives. Alors, on a et notamment le réemployable est parfois imposé ou semble parfois la seule solution possible pour, pour remplacer ces différents contenants. Alors justement, peut-être que Hervé Garrigue peut prendre la parole de son côté. Si on parle de la première échéance qui est janvier 2022 avec le portage des repas à domicile, voilà, Hervé, si tu peux nous partager les questions et les interrogations. Oui, tout à fait. Donc, Hervé Garrigue, je représente la région Nouvelle-Aquitaine. Je suis ingénieur hospitalier en restauration. Je coordonne les achats pour la Nouvelle-Aquitaine et pour ma structure qui fait 7000 repas avec de l'hospitalier, du portage, de l'entreprise répartis de manière homogène. Donc, on a un nombre important de repas en portage à domicile, à peu près 1000 repas par jour. Et quand on a eu cette information, bon, on a fait, évidemment, on a été un peu surpris puisque l'alternative était de remplacer le plastique par du plastique dans un premier temps. Donc, ça nous a quand même un peu surpris puisqu'on était en train de réfléchir par rapport aux échéances qu'on a sur le scolaire, de retirer les barquettes. Et puis arrive un autre mode de conditionnement. Donc, il faut savoir que ces modes de conditionnement remis en cause, ça ne concerne que les cuisines centrales. Donc, nous, quoi. Ça ne concerne pas celui qui fabrique sur place et qui distribue. Donc, nous, on avait lancé des réflexions sur basculer nos outils sur le biosourcé. Et puis là, on se retrouve avec cette étude à faire. Donc, moi, j'ai fait quelques recherches avec les fournisseurs de barquettes traditionnelles. J'ai eu quelques réponses vite fait d'échantillons de prototypes, quelques faiseurs sur le marché qui font du réemployable, avec une étude de coût, d'investissement important que je ne diffuserai pas car je n'ai qu'une seule offre sous le coude. Donc, voilà un principe donc, de conditionnement des barquettes qui, effectivement, il faut une barquette par jour par usager. Donc, si on veut, il faut faire un stock de base de barquettes réemployables. Ensuite, se poser la question de qui s'occupait de la consigne de cette barquette qui va être achetée. Est-ce que c'est l'usager chez lui? Donc là, un veto complet. On n'implique pas les usagers sur cette rotation, ce retour de matériel très coûteux. Hein. C'est de l'ordre de 20 à 30 euros la barquette, a priori, ce que l'on a en réemployable. Traçabilité, on a des systèmes d'étiquetage. La barquette, c'est une forme, c'est un couvercle en plastique. Donc, soit on y colle une étiquette à la main, multiplié par 6 les temps d'étiquetage. Après, il y a les systèmes à puce là-dessus qui existent aussi, qui serait le plus pratique, hein, qui déverse les informations. Par contre, il faut un portable, puisque les informations, alors l'avantage de la puce, c'est qu'on peut tout avoir, allergène, toute la traça complète, importante, mais il faut que l'usager ait un portable pour s'en servir. Voilà, donc on avait, et puis on a arrêté parce que de chercher, parce que c'est au moment, ça nécessite des investissements. Au moment où on était en train de réfléchir à introduire du biosourcé, ça nécessite de changer mes chaînes de conditionnement, mes matrices de scellage. Le film du dessus pour le biosourcé n'est pas le même. Il est beaucoup plus cher, comme les barquettes, certes, n'est pas le même. Donc, en fait, il y avait tout un tas de systèmes à changer. Et là, on aurait 3 systèmes différents dans la cuisine centrale. Autant vous dire qu'en logistique et en coût de fonctionnement, ce n'est pas possible. Donc, l'étude que nous sommes en train de mener, nous, c'est
un changement global, parce qu'en fait, en termes de logistique, il faut et de voir si nous passions au réemployable sur l'ensemble de notre offre, c'est-à-dire sur nos 7000 repas conditionnés. Ça serait, voilà, il y aurait certainement un investissement de base important à faire. Alors, ça ne plaît pas beaucoup, évidemment, du côté des fabricants de barquettes, parce que derrière ça, l'économie d'échelle que l'on fait, c'est plus de maintenance, plus de machines, plus d'étiqueteuses. C'est ce qui nous coûte le plus cher aujourd'hui en maintenance. Et donc, effectivement, à la place de ça, on a des gens qui posent des couvercles. Bon, on a commencé cette étude et puis on sait que ça nous coûtera un petit peu plus cher à la base. C'est surtout qu'on n'a pas d'antériorité. Et puis finalement, on ne va pas essuyer les plâtres à ce niveau-là. Donc sur les cuisines centrales, bon, je pense qu'il faut essayer, il faut trouver quelqu'un qui nous permette d'essayer sur un certain volume. Et dans tous les cas, ça sera pas en accord avec la logistique de nos activités actuelles. Et ça va être difficile. Voilà, on nous impose quelque chose sans solution derrière. Et là, il faut essayer les solutions. C'est un petit peu dommage. Ce n'est pas tout à fait pareil que pour le biosourcé, où là, bon, entre 2025 et 2028, on sera en place. On a déjà fait pas mal de travail. Et puis, derrière tout ça, il y a une histoire de coûts là, avec cette loi Egalim qui nous arrive là-dessus. On est en mise en place depuis à peu près 2-3 ans au niveau du GARA. Et la question qu'on se pose, c'est on doit mettre des moyens supplémentaires dans le contenant, dans le contenu, quoi. Donc, les réponses que nous, on va pouvoir faire, moi, à mes adhérents, c'est de leur dire, ben, dans le contenu, évidemment. Ça reste quand même la base, quoi, hein, du repas, quoi, à mon avis. Après, la présentation étant importante. Moi, je n'ai pas d'attente particulière au niveau des usagers qui se désolent pas de ce plastique. Ce n'est peut-être pas leur préoccupation à domicile, c'est plutôt avoir ce passage quotidien et puis cette visite qui est importante. Voilà, donc on a un nouveau marché qu'on est en train de réécrire pour démarrer pour les établissements de Nouvelle-Aquitaine, qui est assez important et qui est multi-attributaire, qui rassemble toutes les offres. On va mettre cette offre de réemployable dedans. Mais de ce que l'on en sait, il y a un fabricant qui est sur Pau, là, qui est en train de développer un produit qui nous semble intéressant, mais il n'y a pas de… Je ne sais pas, j'ai personne qui aujourd'hui a utilisé du réemployable en collectivité qui peut nous faire un petit retour, et ça ne sera pas le service public, enfin la fonction publique hospitalière chez nous qui essuieront les plâtres, quoi. Parce que voilà, on veut bien y réfléchir, mais là on sait pas trop où, et c'est ça qui est mal arbitré, quoi, sur le sujet. Effectivement, vous l'aviez compris, on aimerait bien un report. De 1er janvier 2022, on pourra présenter quelque chose, mais bon, voilà, c'est difficile d'aller ressaucissonner le portage de tel conditionnement avec plus de monde. Et puis les autres, puis jusqu'à 6 ans, on met du biosourcé, puis après 6 ans, on enlève le biosourcé. Bon, c'est pas en termes de logistique, c'est une catastrophe, quoi, voilà. Il faut un système harmonieux. On était presque parti sur le biosourcé. Mais là, avec ce système, voilà, on s'est arrêté de réfléchir un petit peu. Voilà. Voilà pour le retour opérationnel. Merci beaucoup, Hervé, effectivement, qui permet de partager vraiment ces interrogations et toute cette recherche que vous êtes nombreux à faire et que beaucoup ont pu nous partager, en tout cas la réflexion que l'on mène. Alors, il y en a quand même qui ont déjà testé le réemployable. Ils ont une petite longueur d'avance sur nous tous, même si l'obligation pour le scolaire est uniquement en 2025. C'est effectivement alors le Ciresco, et pas tout seul, c'est ce qui est intéressant, puisqu'ils se sont réunis donc au sein de Recolim, donc plusieurs cuisines centrales en Île-de-France qui travaillent déjà et qui ont déjà testé le réemployable. Alors, si Magali Timpo… Oui, bonjour à tous. Je laisse prendre la parole. Merci beaucoup d'avoir accepté au pied levé. Merci pour votre invitation et on est ravis de pouvoir témoigner sur nos expériences. Donc, le Ciresco, syndicat intercommunal de restauration collective, qui élabore environ 42 000 repas par jour sur 3 cuisines centrales et on dessert 19 villes réparties sur 5 départements en Île-de-France. Donc, effectivement, dès l'annonce de la loi Egalim, on est
convaincus que pour nous, c'est une véritable révolution. On s'est tout de suite rapproché du CIREC et du Ciburesque. Et avec la start-up Usage, on a créé un groupe de travail qui s'appelle Récolim, donc dès septembre 2019. Donc Récolim, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire Programme de réemploi des contenants alimentaires pour anticiper la loi Egalim dans les cantines scolaires franciliennes. Voilà, donc on a réduit sur Récolim. En fait, dès le départ, nous, au travers de cette loi Egalim, nous avions deux objectifs principaux. D'une part, supprimer les conditionnements en plastique afin de réduire l'exposition aux perturbateurs endocriniens. Et d'autre part, supprimer l'usage unique pour réduire aussi le volume de déchets. Donc, effectivement, on s'est tout de suite orienté vers des contenants réemployables et on a pu donc mener des expérimentations avec le CIREC et le Ciburesque et en étant accompagné par Usage. Donc, on a pu mener des expérimentations en réel sur plusieurs écoles. Alors, les tests ont pu démarrer en 2020 sur des petites écoles, bien évidemment. Donc, sur une école maternelle à Arcueil pour des conditionnements en inox, puis une école maternelle sur Ivry-sur-Seine. Et on a pu tester donc deux types de conditionnement. On a pu tester donc l'inox et également le verre, donc toujours pareil sur ces deux mêmes écoles qui se sont portées volontaires pour tester ces deux conditionnements. Suite effectivement à ces expérimentations, donc on a tiré des conclusions, donc des conclusions positives malgré tout. Les retours ont été très positifs sur l'aspect, la présentation des repas. Dans le verre, là, vous pouvez voir effectivement sur l'écran, on a l'impression d'être à la maison. On retrouve effectivement le plat fabriqué à la maison, fabriqué par maman, et ça apporte une vraie valorisation sur nos préparations, et tout le personnel présent sur les offices était convaincu par cet aspect-là. Bien sûr, il y a des contraintes, on le sait, le poids. Une barquette en plastique, c'est 48 grammes, une barquette en polypropylène. Quand on passe sur l'inox avec le couvercle, c'est 855 grammes. Et quand on passe sur du verre, c'est 1,6 kg. Bien évidemment aussi, il faut prévoir des surfaces de stockage supplémentaires, puisque pour pouvoir assurer ces tests, il a fallu qu'on ait 5 jeux de contenants réemployables pour assurer la rotation. Parce que bien évidemment, on conditionne, donc on remet en température, enfin on cuisine et on conditionne dans de l'inox ou du verre. Ensuite, effectivement, on assure la répartition. Ensuite, on assure la livraison sur les villes. Les villes assurent la remise en température, le service. Se pose ensuite la question du nettoyage et du retour à la cuisine centrale. Donc, pour faire effectivement ces tests, il a fallu 5 jeux de bac, 5 jeux qu'il faut stocker, bien évidemment. Donc, et à chaque étape, effectivement, du process. Donc, on en a effectivement de ces expériences. Donc, nous, on a effectivement nous-mêmes testé pu tester ces deux bacs au CIRESCO. Le CIREC et le Ciburesque a pu en faire de même, effectivement, sur leurs unités. Et on a pu rédiger un dossier technique complet que vous pouvez effectivement télécharger sur notre site Internet, et également un petit film de présentation pour présenter la démarche globale du projet et également les conclusions qu'on en a tirées. Voilà, donc je vais pas revenir sur les premières conclusions. Alors oui, ça a quand même pu montrer, et autre point positif, ça j'en ai pas parlé, c'est au-delà effectivement de l'aspect, ces premières expérimentations ont pu montrer également que le verre ou l'inox étaient des solutions possibles, malgré tout. Il est possible, effectivement, de pouvoir envisager de remplacer les barquettes en polypropylène par des barquettes en inox ou en verre. Néanmoins, il va falloir dépasser des inconvénients, et ça, on le sait. Et là, il faut vraiment de la recherche et développement pour pouvoir trouver des solutions face à ces inconvénients. Donc, qui sont effectivement le poids, j'en reviens, le temps de travail augmenté, le besoin de surface supplémentaire. Le coût, ça, effectivement, il ne faut pas le négliger. Il y a un coût en investissement important, effectivement, au départ sur l'achat des bacs et l'achat, effectivement, des solutions. Et envisager aussi les organisations du lavage. Alors, dans le cadre des expérimentations par rapport au lavage,
Nous, on s'était rapproché d'Usage. Donc, Usage nous a accompagnés sur le projet, mais Usage a développé aussi des solutions de nettoyage industriel et a pu venir récupérer les bacs sales directement dans nos offices pour pouvoir les nettoyer et ensuite les ramener sur nos cuisines centrales. Donc, voilà les solutions, effectivement, nous, de notre côté, sur lesquelles nous sommes en train de travailler et développer. En cuisine centrale, donc, il faut réfléchir sur l'amélioration de l'ergonomie des postes, surtout par rapport au poids, étudier les possibilités de réagencement des locaux au profit d'espaces de stockage. Il faut repenser nos cuisines centrales qui ont été étudiées sur de l'usage unique et pas sur du réemployable. Donc, il faut repenser effectivement l'organisation de nos cuisines. Il faut adapter les moyens humains et les organisations, repenser toute l'organisation de la production et envisager effectivement au moins un deuxième format de contenant. Alors oui, j'en ai pas parlé, dans le cadre des expérimentations, nous avons utilisé en fait des contenants au format GN 1 tiers qui correspond en fait au format que l'on utilise le plus souvent pour le conditionnement de nos plats. Donc ce sont des formats qui contiennent environ 8 portions pour des maternelles, mais on peut envisager un deuxième contenant pour limiter le nombre de plats, qui est un contenant au format GN 1,5, ce qui représente environ 10 à 15 parts. Et ce contenant-là, c'est ce qu'on maintenant, effectivement, on va envisager plutôt pour les élémentaires qui disposent d'un self. Donc, tout ça, c'est bien expliqué dans le dossier que je vous invite d'ailleurs à télécharger. Bien évidemment, il faut aussi repenser la logistique et le transport pour pouvoir réorganiser les tournées en fonction des contraintes de poids, mais en fonction aussi de la logistique de récupération des bacs, selon l'option qui est envisagée pour le lavage des contenants, qui peuvent effectivement soit être faits sur place, soit être faits par un prestataire extérieur ou interne. Et bien sûr, là, effectivement, j'ai parlé, nous, des contraintes par rapport à nos cuisines centrales, mais également, il faut savoir que dans les restaurants satellites, ça nécessite aussi de revoir un petit peu l'organisation et repenser l'aménagement des restaurants. Toujours pareil pour ce problème de stockage. Le problème du poids va être aussi important à prendre en compte dans nos offices, notamment pour les agents et les fameux TMS dont on sait aujourd'hui que c'est un vrai problème au quotidien. S'équiper de machines à laver performantes, si l'option de nettoyage sur Office est l'option qui est décidée. Ensuite, sinon, organiser le retour des contenants vers les cuisines centrales, adapter effectivement les capacités de matériel de remise en température et adapter les moyens humains et les organisations. Donc tout ça, effectivement, c'est à revoir. Comment réussir cette transition ? Donc là, ça, on a pu effectivement le tester. En premier lieu, il est essentiel donc, de faire adhérer les équipes de production. Il a fallu organiser plusieurs réunions, des groupes de travail pour faire comprendre aux agents l'enjeu et les intérêts et voilà, par rapport à cette transition. Ce n'est pas simple, mais on arrive progressivement à les convaincre et le fait d'avoir mené ces petites expérimentations, quelque part, les rassure puisque maintenant, effectivement, on parle sur du concret et ça ne reste pas quelque chose dont on imagine la réalisation. Nécessité de changer les pratiques, donc ça, ils en sont bien conscients, de revoir les conditions de travail, adapter donc les espaces de stockage, innover sur le conditionnement, ça reste un point essentiel sur lequel on travaille. Effectivement, aujourd'hui, on est sur des couvercles en inox, que ce soit pour les bacs en inox ou les bacs en verre, et on n'a pas trouvé de système d'automatisation pour fermer ces bacs. Donc aujourd'hui, sur les expérimentations que l'on peut mener, la fermeture des bacs se fait manuellement. Donc bien évidemment, sur un plus grand nombre de repas, ce n'est pas réalisable. Et là, on est en train de réfléchir et d'essayer de travailler avec les industriels sur la recherche en développement par rapport à ça. Optimiser le transport, réfléchir et organiser le lavage des contenants. Donc, il faut innover, donc travailler avec les fabricants de contenants en inox et en verre pour développer un contenant plus léger, réduire le poids,
réfléchir à de nouveaux process de l'inox, de nouveaux process de cuisson, parce que bien évidemment, l'avantage aussi que l'on a avec ces plats, c'est qu'on peut envisager des cuissons directement dans les plats, ce qui permet aussi de gagner du temps au niveau des manipulations. Donc ça aussi, c'est un point qui est important à prendre en compte et qu'on a pu tester lors des expérimentations. Adapter le matériel pour favoriser l'ergonomie des postes et limiter effectivement les contraintes du poids et éviter les fameuses TMS. Et envisager également, alors on a travaillé aussi avec des entreprises pour faciliter l'ergonomie, on a envisagé et testé des systèmes de cobots. Les cobots étaient capables de récupérer les bacs pour les mettre sur les lignes de conditionnement et ils étaient capables de conditionnement, de pouvoir récupérer les bacs pour les mettre dans une caisse de livraison. Ce même cobot était capable également de récupérer la caisse de livraison pour pouvoir les superposer. Donc, on teste aussi ce matériel-là aujourd'hui qui n'existe pas dans nos cuisines. Et on envisage en parallèle, dans la poursuite du projet Récolim, de mener une étude environnementale concernant d'une part le lavage et d'autre part le transport. Parce qu'on est bien évidemment on est bien conscient que ça aura aussi un impact sur le plan environnemental, puisqu'il faut organiser des tournées supplémentaires par rapport au poids et par rapport à la capacité de nos véhicules. Et bien évidemment, concernant le lavage, ça nécessite des dépenses effectivement en eau et en énergie qu'il faut prendre en compte. Donc voilà la nouvelle phase qui effectivement s'ouvre devant nous, donc tester des nouveaux conditionnements, trouver du matériel favorisant l'ergonomie des postes de travail, donc notamment avec les fameux combos dont je vous ai parlé tout à l'heure, et trouver des solutions de transport qui répondent aux enjeux environnementaux. Voilà. Donc, la poursuite de ces premières expérimentations, donc tester de nouveau les cobotisations, mener l'étude environnementale, alors on est en train de donner une nouvelle dynamique au programme Récolim. On va créer un groupe de commandes avec plusieurs villes de France pour dynamiser en fait la recherche en développement. Lors de nos premiers travaux, on s'est aperçu que les industriels n'étaient pas forcément aujourd'hui convaincus de la nécessité d'investir dans de la recherche et développement sur des contenants réemployables. Et on est persuadé qu'à plusieurs, on arrivera mieux effectivement à les convaincre. Et c'est pour ça qu'on a souhaité créer ce groupement de commandes pour être plus nombreux, pour faire pression auprès des industriels. Et ça a porté ses fruits. Les industriels qui, au départ, effectivement, n'étaient pas forcément convaincus, aujourd'hui, commencent effectivement à s'intéresser au sujet et à nous apporter des solutions. On s'est aussi associé à un partenariat avec RescoSafe. Alors, RescoSafe, c'est le projet, en fait, c'est un projet de développer des recherches locales sur des conditionnements alimentaires dans une démarche interdisciplinaire. Donc, c'est un projet, en fait, qui a lieu à l'Université de Bordeaux et qui regroupe beaucoup de scientifiques qui travaillent activement sur le sujet. Et donc, le CIRESCO a souhaité effectivement adhérer à ce projet RescoSafe pour aussi avancer un peu plus sur nos travaux de recherche. Alors, l'accompagnement aujourd'hui que l'on propose à nos villes qui souhaitent s'engager sur l'expérimentation des contenants réemployables, bien évidemment, on ne peut pas le proposer à toutes nos 19 villes et il faut que cet accompagnement reste progressif. On va, à la rentrée en septembre 2021, on va envisager une expérimentation de conditionnement en plat individuel en verre pour le portage à domicile sur une petite tournée de portage, environ 50 repas. Aujourd'hui, on élabore environ 1200 repas jour pour nos portages à domicile. Et on va tester donc ce contenant en verre avec l'aide d'usage qui va nous accompagner sur le projet pour évaluer ce que ça peut représenter en termes de logistique, de contraintes auprès des personnes âgées.
Ensuite, on propose d'accompagner les villes adhérentes qui le veulent, en fait, pour expérimenter de la remise en température en contenant inox. C'est-à-dire que les villes qui le souhaitent, on continue de les livrer en contenant polypropylène, mais si elles le souhaitent, pour anticiper la loi Egalim, on les accompagne sur un déconditionnement dans des bacs en inox qui resteraient sur l'office pour effectivement éviter une remise en température dans un bac au polypropylène et donc limiter la migration des perturbateurs endocriniens. Également, on propose effectivement aux villes qui le souhaitent une expérimentation d'une quinzaine de jours sur un contenant en inox ou en verre, ou les deux. Et là, on va très, très prochainement, dès la semaine prochaine, on démarre une expérimentation sur la ville d'Aubervilliers où on va tester pendant 15 jours les deux types de contenants, des contenants en verre ou en inox, sur une petite école maternelle d'une centaine de repas environ. Et également, aujourd'hui, sur une de nos villes, qui est la ville de Compan, qui dispose d'une petite école, on a mis en place une expérimentation quotidienne. Alors, ce n'est pas une expérimentation, enfin, c'est au quotidien. On conditionne les repas dans des contenants en inox. On les livre sur des contenants en inox. Ces mêmes contenants sont lavés sur l'office. Ils sont récupérés par nos chauffeurs et ensuite, on les renettoie puisqu'ils repassent par un circuit sale. On les renettoie en cuisine centrale pour pouvoir les réutiliser. Donc, on peut tester ainsi sur une échelle, sur une plus longue période, effectivement, le conditionnement en inox avec la ville de Compan. Et on va mener la même chose depuis la cuisine centrale d'Ivry-sur-Seine sur un contenant en verre pour une petite école sur une année complète, pour d'avoir une évaluation sur du plus long terme. Anna, je vais peut-être te laisser la parole, si tu veux, sur cette visioconférence qu'on a pu l'organiser, puisque bien évidemment, on travaille étroitement avec les parents d'élèves, avec les élus par rapport à ces différentes expérimentations. Et on a organisé récemment une visioconférence où on a fait intervenir trois chercheurs, dont deux scientifiques qui font partie du programme de recherche RescoSafe. Merci Magali. Je pense que tu as tout dit. L'objectif de cette visioconférence c'était une demande du président du CIRESCO et des élus, c'était de pouvoir avoir un débat avec les parents d'élèves et l'éclairage bien sûr de scientifiques sur les perturbateurs endocriniens, la question du biosourcé et également sur l'inox. Vous avez la possibilité, si ça vous intéresse, de voir cette visioconférence sur la chaîne YouTube du CIRESCO. Elle est disponible en ligne. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Voilà, j'étais un peu rapide pour le coup parce qu'on avait quand même beaucoup de choses à dire. J'ai essayé de condenser au maximum pour rester dans le délai demandé. N'hésitez pas, effectivement, si vous voulez en savoir plus, à aller consulter notre site internet où vous retrouverez tous ces éléments d'information. Et on reste également disponible avec Anna si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci beaucoup. Puis on remettra, comme on avait mis les invitations et tout ce que vous faites sur RestoConnect pour que tous les adhérents puissent le suivre. On est ravis de pouvoir suivre tout ce que vous portez, plus que des expérimentations aujourd'hui, c'est de la mise en œuvre progressive. Voilà, et comme on le voit, et qui demande beaucoup d'investissement. Alors, sachez qu'il y a une aide de l'ADEME qui est prévue pour accompagner justement l'investissement lié à la suppression de l'usage unique en restauration collective. On vous me remettra le site pour pouvoir trouver ces éléments-là. N'hésitez pas à vous rapprocher de l'ADEME également pour avoir plus d'informations sur ce sujet. Et puis par ailleurs, comme on l'a vu, tous ces changements trouvent parfois des solutions en local avec, c'était le cas avec votre intervention avec Usage qui permet de mettre en place des solutions de lavage, de récupération, des solutions qui peuvent certainement aussi être réfléchies entre acteurs de la restauration collective d'un même territoire et on voit qu'on a les mêmes problématiques, que l'on soit en scolaire, en hôpital, en cuisine centrale, quelle qu'elle soit. Et donc, c'est pour ça qu'on a proposé continuer ce café débat avec un temps d'échange en région qui, cette fois-ci, sera un temps plus dédié
au temps d'échange et de partage entre vous. L'idée était également pour nous de vous permettre de partager les difficultés, les solutions, les tests que vous faites et qui va nous permettre peut-être de partager ensuite un petit état des lieux, des solutions et des tests qui sont faits un peu partout sur le territoire. Voilà, je vous remets dans le chat les liens qui vous permettront de vous inscrire sur les différents cafés-débats régionaux qui vous sont proposés et qui sont réservés là aux établissements de la restauration collective, donc aux membres du réseau. Pour vous dire également que, bien, comme on l'a vu le 8 septembre sur notre salon Paris Porte de Versailles, nous pourrons de nouveau parler de ce sujet-là et parler plus globalement de la transformation de la restauration collective avec toutes ces réglementations. Ce qui est important, c'est d'avoir une vue globale, effectivement, de tous ces changements et se poser la question de quelle restauration collective nous voulons pour demain. Donc, on vous attendra nombreux, là encore, le 8 septembre. Les inscriptions seront ouvertes à partir de mi-juin. Et puis, c'est le cas pour beaucoup d'entre vous qui avez pris la parole, mais la démarche Mon Resto Responsable a certainement aussi été d'une aide pour travailler et donner une dimension de démarche de progrès globale à vos établissements. Voilà, le CIRESCO est un établissement Mon Resto Responsable. Le CARA et Hervé Gary y travaillent également. Et vous êtes beaucoup engagés parce que la démarche, elle prend aussi en compte, bien sûr, les contenants et plus globalement, toutes les obligations de la loi Egalim, mais pas que, toutes les obligations peut-être environnementales, de santé, tout ce que l'on peut vouloir pour sa propre restauration collective. Et la démarche vous permet d'associer toutes les parties prenantes, les convives, les représentants des usagers, mais également les élus, les producteurs locaux, le territoire, et pouvoir valoriser, déjà avoir une méthode de démarche de progrès et puis valoriser les progrès lorsqu'ils sont faits. Donc n'hésitez pas, pour ceux d'entre vous qui ne la connaîtraient pas encore, à vous renseigner sur le site monrestoresponsable.org. Voilà, je ne sais pas si on a encore quelques minutes pour des questions qui auraient été posées sur le chat, Mylène ou Sophie. Alors, je réactive ma vidéo. On a une question. Il est mis fin à la distribution gratuite des bouteilles en plastique. Est-ce à dire que si elles sont vendues, c'est autorisé? Alors, jusque-là, la restauration entreprise, qui est la seule aujourd'hui à vendre des poissons, avait voilà, une autorisation de continuer. Donc, c'est quelque chose qui est en train que l'on doit vérifier parce que la réglementation évolue beaucoup dans ce domaine-là et s'étend aujourd'hui à tout type de restauration collective de plus en plus. Donc, ça sera un point que l'on pourra vérifier, une question que l'on pourra reposer. D'accord. Et au niveau des questions, il y avait une question par rapport à la présentation du CIRESCO. Il était demandé quelle est la diminution des déchets et quel type de verre avez-vous testé? Alors, sur la diminution des déchets, oui, puisqu'effectivement, nous n'avons plus lors des expérimentations, alors, si on avait encore des barquettes en plastique, puisque les expérimentations, ça je ne l'ai pas précisé, on les a menées uniquement sur le plat principal. Donc, on avait encore effectivement un peu de barquettes en plastique pour les entrées, les fromages et les desserts quand ça nécessitait un conditionnement. Concernant les bacs en verre qui ont été utilisés, en fait, on a utilisé des prototypes qui ont été spécifiquement fabriqués par Arc International au format G1 1/3 pour nous, puisque ces bacs, en fait, n'existaient pas. Voilà, j'espère avoir répondu. Alors, précisément vous dire, le verre était assez épais. C'est pour ça qu'effectivement, on essaye de travailler avec eux pour essayer d'affiner un petit peu le verre, tout en gardant effectivement une certaine solidité pour limiter la casse. Alors, on n'a pas eu de casse du tout pendant les expérimentations. Alors, si une casse à déplorer, mais la casse, le bac en fait qui a été cassé, c'était au moment du dépilage, quand on a reçu
les bacs en verre, au moment de les dépiler et de les sortir du carton d'emballage, on a un bac effectivement qui s'est légèrement cassé sur le report. Mais sinon, on n'a pas eu d'autres casses à comptabiliser lors des essais. Alors après, il y a des questions qui sont posées qui concernent la restauration hospitalière. Alors sachez qu'on creuse le sujet avec le cercle plastique. Effectivement, comme on a vu au début, hein, il y a plusieurs réglementations qui touchent, enfin, plusieurs obligations qui touchent la restauration hospitalière, puisque vous servez à la fois des enfants ou voilà, quel que soit, ou des femmes enceintes. Et donc là, effectivement, il y a l'interdiction du plastique pour des raisons de santé publique. Et puis, vous pouvez faire du portage à domicile pour lequel vous avez obligation de réemployable, portage à domicile pour les personnes âgées. Et puis, il y a aussi, comme vous avez pu le voir, plusieurs obligations pour ce qui est la vente à emporter. Donc, on travaille à un décryptage spécifique restauration hospitalière, sachant que nous portons aussi des demandes particulières liées à la fabrication que l'on a à l'hôpital avec des DLC qui sont longues et qui sont liées au fonctionnement et au nombre de régimes importants pour lesquels vous devez produire des repas et pour lesquels aujourd'hui on n'a pas de solution effectivement voilà, qui permettent qu'on pourrait répondre à toutes ces problématiques spécifiques de l'hôpital. Donc, c'est quelque chose dont nous faisons l'écho et sur lequel nous travaillons en particulier avec l'UDIR. Pour le cas du test au CIRESCO, je sais qu'il y a eu un test sur les DLC, une question qui est posée. Oui. Alors oui, donc pour le moment, nous n'avions pas, lors des expérimentations, nous n'avions pas fait de test de vieillissement à 5 jours, donc on s'est limité à des DLC de 3 jours pour ces premiers essais. En revanche, avec l'expérimentation de Compan, donc qui est une expérimentation que l'on mène sur l'année complète, là, on a mené des tests de vieillissement pour l'inox. On n'a aucun souci pour le moment, tous les tests reviennent satisfaisants. Et puisqu'on va mener cette même expérimentation sur le verre à la rentrée prochaine, on va également lancer des tests de vieillissement sur le verre à 5 jours. Très bien. Il y a une question aussi sur les poches jetables en pâtisserie. Alors, je ne crois pas que ce soit soumis à l'interdiction du plastique, puisqu'il n'y a ni cuisson, ni réchauffe, et ce n'est pas présent au moment du service auprès des enfants. Donc, à l'heure actuelle, nous avons encore le droit. Vous êtes d'accord avec moi, Magali ? Oui, pour le moment, effectivement. Je pense que ce n'est pas encore concerné. C'est toute la problématique de nos approvisionnements également et jusqu'où ça va aller. Est-ce que nos fournisseurs aussi… Alors nous, on commence aussi à se pencher sur la question et à y réfléchir et on travaille étroitement avec certains de nos fournisseurs pour trouver des solutions alternatives également. Très bien. Alors, on va devoir clore peut-être ce café débat parce qu'on a déjà un peu dépassé l'horaire. N'hésitez pas à continuer à nous envoyer vos questions parce que comme vous l'avez compris, si on ne peut pas apporter des réponses à tous, en tout cas, on se fait le porte-parole de toutes ces questions auprès des différentes instances. Donc, on vous attend ensuite sur les cafés débats en région qui vous permettront d'échanger, de partager sur les solutions que vous testez dans vos collectivités. Et puis, voilà, merci de vous être adapté à ce café débat qui n'était pas celui qui était prévu en termes d'intervenants. Merci beaucoup très chaleureusement à ceux d'entre vous qui avaient accepté d'intervenir au pied levé et c'était très, très riche. Donc, vraiment, merci. Et nous continuerons à partager toutes ces informations sur RestoConnect, bien sûr. Merci à tous et au revoir, bonne journée.